En virage cette semaine, on fait l'essai de la Toyota Sienna. Je reçois Sébastien Bolduc, président de la Corporation Mobiliste, pour parler du Salon de l'Auto. Alexandre Saillant vient nous parler des coupures dans l'industrie automobile pour les véhicules électriques. Les subventions, ça affecte l'industrie. On va en jaser. Beaucoup de nouvelles de l'industrie. Et à la fin, on répond à vos questions. Tout cela à Virage dans un instant. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Avec moi en studio aujourd'hui, Jacques, bienvenue. Salut, Jacques. Salut, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, Jacques, plusieurs choses à l'émission. Bien sûr, à la fin de l'émission, on va répondre aux questions des gens et on va accorder encore des billets pour le Salon de l'Auto de Québec. Et on va vous annoncer aussi notre présence au Salon à la fin de l'émission. Mais on va commencer avec la Toyota Sienna que nous avons ici en studio, Jacques. Une mini-fourgonnette. Un vrai véhicule sport utilitaire, dans le sens du terme. Je sais que ça n'a pas la cote. On n'aime pas la coupe. On boude ce genre de véhicule. Mais Toyota, avec la Sienna, a fait les choses de la bonne façon. Un véhicule hybride, oui. Un véhicule muni d'une traction intégrale. Et on peut avoir du grand luxe, comme on a dans le véhicule ici même en studio. Mais il faut regarder ce véhicule-là sur l'angle pratico-pratique. Oui. Et tu l'as essayé. Et je l'ai essayé. Et pas à peu près. Je l'ai essayé, vraiment, j'ai roulé longtemps. Côté pratique, il n'y a rien pour battre ça, vraiment. Tu sais, cette catégorie de véhicules-là, parce qu'on sait qu'il existe la Honda Odyssey, la Carnival et la Pacifica, exemple. Cette catégorie de véhicules-là, au niveau pratique, les gens aujourd'hui, c'est pas moi qui vais acheter ça, c'est certain. Mais les gens qui ont 30, 35, 40, 50 ans, qui ont besoin de déplacer, ils ont des enfants, qui ça joue au hockey, ça joue au basket, ils ont besoin de transport, de place pour transporter des enfants, tout ça. C'est le véhicule idéal. Exact. Mais partir pour aller à je sais pas trop où, puis tu dis, ben moi, j'ai un Pacifica ou j'ai un Sienna. Ça passe pas aussi bien que dire que j'ai un SUV de tel modèle ou de tel modèle. Ouais, c'est moins à mode. Mais on a fait quand même un effort pour donner un style quand même assez intéressant au véhicule, intérieur-extérieur, pour faire en sorte que dans le véhicule, tu te sens au volant d'un sport utilitaire. Ben oui. C'est plus plate à conduire comme c'était à l'époque dans cette catégorie-là. Puis la raison pour laquelle on a tout simplement laissé cette catégorie. Oui. Ben les gens, c'est toute la publicité, tout ce qu'on voit qui autour de nous, qui tente à nous influencer, t'sais. Et si on a du temps, on va aller faire du 4x4. Puis si on a du temps, on va aller jouer dans un pit de sable. Puis si on a du temps, on va accrocher le 4 roues en arrière dans la remorque ou dans le bateau, etc. T'sais. C'est pas vraiment ça que la majorité des gens font dans la vie. Mais ça, côté pratique, côté plaisir de conduire, c'est que tu as une bonne hauteur, tu es correct pour embarquer dedans, tu as des portes qui coulissent. Tu n'as pas de porte qui te frappe dans le dos quand tu es en train de déposer le bébé dans le siège de bébé, du bébé en arrière. C'est pratique. Tu as besoin d'espace pour charger quelque chose. C'est pas un camion, c'est pas un pick-up, là, mais tu bascules les dossiers de siège. On va dire quelque chose, il rentre du stock là-dedans, mais pas à peu près. Alors, au niveau plaisir, pratique, c'est tout là. Mais c'est pas tout le monde qui en a besoin. Il y a une chance, parce que je pense que l'usine qui les fabrique n'a peut-être pas la capacité d'en produire pour... Non, parce que les gens l'ont délaissé, ce segment-là. Et c'est pour la raison pour laquelle on fait des véhicules qui sont maintenant plus haut de gamme. Puis c'est là que le bas blesse dans le segment. On veut des véhicules familiales abordables. Oui. La Caravane, on ne le dira jamais assez. Chrysler n'aurait jamais dû l'abandonner, aurait dû la transformer. Absolument. Et la garder à un prix raisonnable parce qu'elle avait un succès fou. Maintenant, si on veut une Sienna,
comme ça, avec la qualité de véhicule qu'elle peut offrir, bien, il faut commencer à 50 51 000. Puis c'est la même chose pour à peu près tous les autres véhicules de cette catégorie. Et c'est des véhicules de luxe maintenant. C'est des véhicules haut de gamme qui sont, tu sais, une Sienna, tu choisis ça comparativement à un Highlander ou un Grand Highlander. Puis tu es dans les mêmes prix, à 72 000, celle qu'on a Absolument. Et tu regardes ça, les gens qui en ont acheté des Sienna, là, qui ont 5 ans, 6 ans ou davantage, tu regardes les prix aujourd'hui. C'est des véhicules qui ont gardé une valeur de rachat extraordinaire. Les gens qui les ont roulés ont eu du plaisir le temps qu'ils les ont utilisés. Et ça nous a emmenés tout partout. Moi, j'ai rien contre ça. Puis quand tu parlais tout à l'heure que, tu sais, quand les Chrysler qui a abandonné la caravane, on achetait une caravane qui n'est pas si loin que ça en arrière, là, pour 19 995. Les mêmes caravanes aujourd'hui qui ont 100 000 km, on les annonce à 27, 28 puis 30 000 piastres. C'est loin d'avoir baissé, ça a parti sur l'autre bord complètement. Ça veut dire qu'il y avait un marché pour ça que les gens découvrent quasiment aujourd'hui. Moi, ce que j'aime de ce véhicule-là, premièrement, c'est un véhicule qui est fabriqué aux États-Unis, dans l'Indiana, Princeton. Il s'en est vendu au Québec 837 en 2023, 4482 au Canada. C'est pas des gros volumes, mais c'est un volume quand même intéressant. Il faut croire assez intéressant pour que Toyota continue à vouloir nous produire ces véhicules-là. Et c'est souvent des véhicules qu'on voit au niveau des gouvernements, au niveau des gens qui ont besoin d'espace. On l'utilise comme limousine. C'est ça. Ils s'en servent comme limousine et c'est pratique. Parce que tu pars avec ton ministre, puis tu dois partir pour 3-4 jours, puis faire le tour de la province. Tu as de la place, mettre les habits en arrière, mettre du stock là-dedans, puis tu es parti. Alors, c'était un véhicule qui était intéressant. Au niveau de la mécanique, on sait que c'est un 4 cylindres, 2,5 litres, hybride avec une batterie 1 litre, je pense que c'est 1,9 litre. La batterie... 1,9 kW, oui. C'est ça. Kilowattheure, c'est 1,9 litre. Ça permet de réduire au niveau de la consommation d'essence. En été, surtout, là, c'est drôlement intéressant parce qu'on parle en bas de 7 litres au 100. Quand on roule ça à ce temps-ci, toi-même, tu en as fait de l'expérience. On arrive peut-être beaucoup plus. 9,5, 10. 9,5, 10, rapidement, chargé, avec d'autres gens à bord, des bagages, etc. Alors, ça, c'est intéressant. Quand on regarde chez d'autres manufacturiers, les batteries lithium-ion de la Pacifica, qui est 16 kWh, c'est des véhicules qui ont un prix aussi très, très élevé pour arriver comparativement à ça. Là, ça arrive au même prix, mais tu n'as pas une traction, la traction, et tu as tout l'équipement qui est à bord de celui-là. Moi, je l'aime beaucoup. La consommation qui est raisonnable, le confort de roulement, l'habitacle, on regarde la console, tous les tableaux de bord, etc., comment c'est que ça peut être intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce qu'on a fait avec ça, puis bien, c'est ça. Moi, je pense que la garantie est là, puis on peut s'intéresser à ça. J'ai fait beaucoup de chemin. Oui. J'ai fait de l'autoroute, j'ai fait de la grande route, j'avais des gens à bord et tout. La stabilité, le confort, l'insonorisation, le système hybride qui fonctionne à merveille. En accélération vive, peut-être un petit peu bruyant, mais c'est très, très doux comme système. Il y a des choses à améliorer au niveau de l'ergonomie à l'intérieur, de la finition aussi. Ouais. Certains plastiques ici et là, des choses placées comme la prise de USB directement sur le genre de console, mais pas ergonomiquement bien placée. Donc, il y a des petites affaires à améliorer pour la prochaine génération de Sienna, mais moi, ce que je veux, c'est qu'on conserve ce véhicule-là. Oui, absolument. On conserve le côté pratique. Puis les gens ont le choix entre un vrai sport utilitaire qui, oui, est plus moderne, ou un véhicule beaucoup plus pratique et vraiment utilitaire, comme un véhicule comme ça, avec la traction intégrale, la CVT qui fonctionne bien, oui. Le système hybride éprouvé, la fiabilité et la valeur de revente. Ça fait un véhicule qui, dans le segment, il n'y en a plus beaucoup, mais ils sont à peu près tous sur un pied d'égalité. La Carnival, la Pacifica, celles-là sont à peu près sur un pied d'égalité. Et j'espère qu'on n'abandonnera pas le créneau. 245 chevaux, deux moteurs et 3500 livres de capacité de remorquage. Alors, quelqu'un qui a besoin de remorquer, c'est le véhicule, puis embarquez-en des choses dedans. Amusez-vous. On est parti. Ouais. Merci, Jacques. Plaisir. Alors voilà, on s'arrête à Virage et on vous revient rester avec nous.
Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Nous sommes de retour. Je suis maintenant en compagnie de M. Alexandre Saillant, coprésident Groupe Saillant Autocrédit et Groupe Saillant tout court. Alexandre, bienvenue à Virage. Allô, comment ça va? Ça va bien parce que je suis habitué de te recevoir pour Groupe Saillant Autocrédit, mais aujourd'hui comme coprésident de Groupe Saillant parce que je veux parler de qu'est-ce qui arrive dans l'industrie automobile dernièrement avec les décisions du gouvernement d'aller de l'avant, de reculer par exemple, sur les rabais au niveau des véhicules électriques, de la réglementation, on y va-tu, on y va pas. Ça a un impact direct pour l'industrie automobile, pour les concessionnaires. Toi, tu es multimarque, fait que tu en as un peu partout. Comment ça a été perçu, ça, dans l'industrie automobile? Ah, bien, très mal. C'est sûr que pour nous autres, c'est un joyeux bordel là, en ce moment. Là. Alors, nous, il faut comprendre qu'on commande nos véhicules d'avance. C'est plusieurs mois d'avance. Donc, ce que je reçois en ce moment comme véhicule, je les ai commandés en octobre, la plupart. Là. Donc, OK, toi, tu te préparais pour ton printemps, avec les rabais mis en place. Oui, tu dans le montes fond, on ton fait un plan inventaire. d'affaires comme n'importe qui, basé sur les règles du jeu. Et là, les règles du jeu qui ont été mises en place ont complètement été changées. Mais dans un milieu où est-ce que c'est des mois de planification, bien là, on est avec des véhicules électriques, puis que là, les gens attendent de savoir qu'est-ce qui se passe avec les rabais. Alors, c'est beaucoup d'argent. Là, on parlait de 12 000 de rabais qui peut retomber potentiellement à peut-être juste 4 000 ou peut-être même zéro, on ne sait pas. Là. Donc là, ça a créé le fait que le gouvernement ait changé d'idée très rapidement, et le provincial et le fédéral, ça a fait en sorte que là, vous êtes tombé avec rien. Donc, la demande a chuté immédiatement. Ah, c'est sûr. Puis comment ça se passe à l'interne? Comment vous Les gérez ça? manufacturiers, en ce moment, on est chanceux quand même. Les manufacturiers sont des bons partenaires d'affaires. Alors, en ce moment, c'est eux qui prennent qui mangent la balle, là, dans le fond. Là. C'est eux qui absorbent. Ils absorbent, ils compensent le rabais. Alors, puis j'ai vu aussi des articles dans le journal qui disaient, vous voyez-vous, les manufacturiers, ils compensent les rabais, fait qu'on donnait ça pour rien. C'est faux. Les manufacturiers, aussi, ce que l'histoire ne dit pas, c'est qu'ils ont coupé les productions de véhicules électriques. Alors, dans cet environnement-là, eux, ils ont perdu pas mal de confiance. Puis, c'est un environnement difficile pour eux là, d'opérer là-dedans. Là. C'est important, qu'est-ce que tu viens de dire. Là, on coupe la production. Ça veut dire que même si, au mois d'avril, on décide de remettre un rabais, il peut arriver qu'on ait moins de véhicules électriques qui vont rentrer ici. C'est ça. Ils peuvent recommencer à en produire un peu plus. Ils n'ont pas nécessairement dit qu'ils coupaient à vie, mais là, pour le moment, ils ont coupé. Ils attendent de voir qu'est-ce qui se passe. Ils vont probablement en remettre, mais c'est sûr que ce qu'on n'aura pas produit pendant ces mois-là, bien, on ne les récupérerait pas, ces véhicules-là. Alors, c'est sûr que 2025 ne sera pas une belle année quand on va regarder en rétrospective les ventes de véhicules électriques. C'est sûr. Bien, c'est ça. Puis c'est directement relié aux décisions des gouvernements. Exact. Le gouvernement crée de l'incertitude dans un marché qui voulait pousser. Ouais. Puis ils ont bien fait avec des incitatifs. Au Québec, on a bénéficié de plus de véhicules électriques qu'ailleurs, partout au pays. Donc ça, on a été privilégiés de ce côté-là. Maintenant, on vient créer de l'incertitude, ce qui fait en sorte que les fabricants, ils en pensent quoi? Est-ce qu'on vous dit, bien là, nous autres, on va faire nos affaires, puis on va laisser faire. On ne se fiera pas au gouvernement parce qu'il peut changer d'idée demain matin. Oui, puis il ne faut pas oublier que pour le fabricant, un véhicule électrique, ils ne sont pas encore tout à fait rendus là. Eux, ils auraient préféré pousser des véhicules hybrides puis des hybrides branchables bien avant d'avoir du 100 électrique. Puis, il y a même une statistique qui existe, c'est que pour un manufacturier, chaque véhicule électrique qu'il fait, ça l'empêche de faire 6 hybrides branchables ou 99 hybrides. Et ça a été démontré que si on aurait poussé juste des hybrides, à court terme, on aurait réduit les émissions de 30 de plus que la stratégie actuelle du gouvernement. Fait que la stratégie actuelle qu'on fait de pousser de l'électrique à tout prix, coûte excessivement cher à tout le monde, aux clients, aux manufacturiers, à tout le monde. Donc, si ça leur coûte une fortune, bien, ce coût-là est transmis à tout le monde, c'est sûr. C'est pas le plus efficace pour réduire les gaz d'émissions de serre. Émissions. Oui, c'est ça. Et c'est pas viable à long terme, en tout cas, du moins à court, moyen terme. Donc, là, les manufacturiers retournent plus vers la stratégie qu'eux prônent, qui est vraiment plus vers du hybride puis du hybride branchable. Ils vont avoir un mix électrique, puis ça va augmenter dans le temps. Mais 2035, c'était pas logique d'avoir un objectif aussi rapproché que ça, même si ça nous semble loin, mais pour l'industrie automobile, c'est proche, c'est demain matin. Oui.
Puis en plus, tout seul, parce que là, c'est le Québec, c'est la Colombie-Britannique, puis la Californie. Mais ce n'est même pas un objectif qui est nord-américain. Ça devrait être standardisé pour l'Amérique du Nord. C'est comme ça qu'on va pouvoir influencer un manufacturier d'avoir une stratégie de production qui fait du sens. C'est pas juste pour Québec. Ils vont, au contraire, ils vont même retenir de la production à véhicules à gaz, qui fait qu'on va augmenter le prix des véhicules à gaz pour rencontrer les standards du Québec. Là, on a coupé tout ce qui est subvention à la voiture électrique. Est-ce qu'on a gardé les pénalités? C'est-à-dire, quand tu vends une voiture à essence, tu as une pénalité qui coûte de l'argent aux fabricants. Ça, on n'y a pas touché. C'est encore là. Je connais que plusieurs manufacturiers ont versé des centaines de millions de dollars en crédit carbone, donc ils achètent des crédits. Ces crédits-là s'en vont aux États-Unis pour la plupart. Donc, c'est même pas de l'argent qui bénéficie les Canadiens. Là. Ça, c'est un scandale. Ça n'a pas de bon sens. C'est un scandale. Un fabricant comme Mazda ou Honda qui a moins de véhicules électriques sur le marché, eux autres payent très cher, mais au lieu de payer au gouvernement la pénalité pour avoir le droit de polluer, on paye Tesla. On achète des crédits de Tesla. Ouais. Complètement aberrant, cette affaire-là. C'est triste. C'est triste. C'est triste à voir. Tu sais, pour ces manufacturiers-là qui font affaire au Canada, qui ont investi au Canada, qui ont investi dans la communauté pendant des dizaines et des dizaines d'années, c'est un peu frustrant pour eux aussi. Tu sais, c'est comme je travaille tout seul dans mon coin. Là, tu sais. Puis en plus, dans ces targets-là que le Québec prend, ils considèrent l'impact, ou ils décident la taille du manufacturier basée sur son empreinte au Québec et non pas mondiale. Bien, mais c'est ça. C'est comme, par exemple, Mazda. Mazda, mondialement, c'est pas un immense joueur. Donc, c'est sûr que sa capacité d'investir puis de développer l'électrique est beaucoup moins grande que, par exemple, il faut prendre General Motors, qui, lui, mondialement, est beaucoup plus gros. Mais au Québec, Mazda, c'est très gros. C'est ça. Ben alors là, on va dire, regarde, on le considère comme un immense manufacturier, mais il faut respecter la capacité mondiale d'investissement d'un manufacturier aussi. C'est pas fait. Fait que toute cette réglementation-là doit être vue, à tout le moins, à l'échelle nord-américaine. Absolument. Fait qu'il faut en arriver à un compromis, mettre des règles claires. Voici les règles, puis aller produire des autos en fonction de ces règles-là. Et surtout, d'abolir le plus rapidement possible le 2035. Je l'ai dit 1000 fois, là. Moi, j'ai la recette. Là. 2035, électrifié. On doit électrifier les véhicules. 2040, hybride minimum. 2045, hybride branchable minimum. Exactement. Et 2050, on verra pour l'électrique à 100 Là, on a un échéancier qui semble logique et on a un parc qui va devenir de plus en plus propre avec le temps. Là, je pense que tout le monde pourra en bénéficier. Les gens qui n'ont pas de voiture électrique aujourd'hui, qui n'en veulent pas, qui ne veulent pas en acheter, bien, vont être rassurés. Ben oui. Puis tout va se faire de façon beaucoup plus graduelle et les technologies vont avoir le temps de s'améliorer. Tu sais, un hybride branchable long range, là, qui te donne 80-100 km, là, tu vas au bureau, tu reviens, tu te recharges le soir chez vous. 98 tu es 100 électrique. Puis tu vas aller à l'extérieur, tu vas aller loin, il n'y a aucun problème. Tu as l'essence. C'est tellement la technologie, pour moi, qui devrait être poussée. Puis, tu sais, les manufacturiers, ils investiraient plus là-dedans. Ceux qui prennent des décisions au gouvernement, peu importe le palier, est-ce qu'on connaît l'automobile? C'est sûr que non. Ouais, c'est ça. Puis moi, je sais, j'ai des manufacturiers qui nous en parlent et ils rencontrent ces gens-là, là, puis il y a zéro écoute. Là. Ils ne connaissent pas. Ils réglementent un milieu qu'ils ne connaissent pas. Moi, ça a toujours été... Puis, tu sais, le 2035, par exemple, là, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'ils mettent ça pour bien paraître publiquement. Ça paraît bien. On est en avant. On est une des provinces les plus avancées là-dessus avec la Colombie-Britannique puis la Californie. Donc, ça paraît très bien politiquement. Puis, ce que j'ai su, c'est qu'ils savaient eux-mêmes que ça n'arriverait pas, 2035. Mais ils veulent mettre de la pression. Ça met de la pression. Ça coûte cher à mettre une pression, là. De la pression et du stress sur toute l'industrie automobile pour bien paraître. C'est ça. Utiliser encore l'automobile comme moyen de financement et comme levier politique. Puis, ultimement, c'est tout le monde qui le paye parce que ça, ce que ça risque de faire, c'est créer à court terme une pénurie de véhicules à essence. Puis là, on va se ramasser un peu comme dans le temps de la pandémie. On a vu qu'est-ce que ça a fait. On avait une pénurie d'auto. Les prix des véhicules d'occasion, de neuf, tout le monde a augmenté les prix. Tout le monde paye leurs véhicules plus cher. Pression à la hausse. C'est ça. Toi, dans tes multimarques, Toyota, Mazda, Hyundai, Volvo, Polestar, tu es frappé de toutes bords, de tous côtés. Et aussi parce que tu as de la production en Chine avec Volvo, Polestar. Comment ça va de ce côté-là, rapidement? Bien, écoute, c'est sûr qu'il y a une transition à faire encore là. C'est une décision qui se prend
rapidement comme ça, puis manufacturier, il ne peut pas changer son fusil d'épaule du jour au lendemain. Polestar, ça a été un excellent début d'année parce qu'ils ont fait un gros succès. D'ailleurs, Polestar, la ville de Québec, c'est le Polestar qui performe le plus en termes de closing, c'est-à-dire que les clients qui rentrent dans le showroom, les gens viennent voir, mais ils l'achètent beaucoup. C'est la place qui performait le mieux en Amérique du Nord pour 2024. C'est incroyable, là. Puis on vient d'ouvrir. Mais maintenant, c'est sûr que le 2, lui, il est fait en Chine. La production va être déplacée avec le nouveau modèle qui va le remplacer, qui est le 7. Mais d'ici ce temps-là, ben, en ce moment, Polestar, je vous dirais qu'ils ont quand même... Ils n'ont fait venir beaucoup, qu'ils n'ont encore à vendre, puis ils payent. Je veux dire, ça leur coûte des sous, puis ils payent, mais pour sortir quand même un certain véhicule, puis pour garder le réseau de concessionnaires en place, en attendant que le 3 ait commencé, le 4 va rentrer. Fait qu'on va voir d'autres modèles, mais eux, ils ont quand même investi dans un réseau de concessionnaires qui ont mis quand même des millions de dollars pour bâtir un réseau. Ils ne peuvent pas juste dire, bien, pendant un an, on va arrêter de vendre, puis on va recommencer dans un an quand on va déplacer la production. Il faut se virer de bord. Ça marche pas de même. C'est ça qui est plate. On aurait dû avoir des délais, des avis, des... Ben oui, un échéancier logique. Oui. Exact. Merci, Alexandre, de nous plaisir. avoir fait part de ces informations de l'interne. Merci, on va s'en reparler bientôt. Merci. Alors voilà, on s'arrête à Virage, on revient rester avec nous. Nous sommes de retour. Je suis maintenant accompagné de M. Sébastien Bolduc, qui est, lui, président du Salon de l'Auto de Québec, président de la Corporation Mobiliste et aussi de Saint-Georges GM. Salut, Sébastien. Salut, Daniel. Ça va bien? Je te reprends juste un petit peu. Saint-Georges, pas encore président, juste directeur général. Directeur général. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ça s'en vient, Hugo. C'est ça. Alors, bienvenue. On va parler du Salon de l'Auto, bien sûr. On va profiter de ta présence pour en jaser parce que c'est un événement important dans l'industrie automobile annuellement, chaque début mars. Alors, rappelle-moi les dates du salon et le lieu, évidemment. Du 4 au 9 mars, c'est au Centre de foire Exposité. Vous remarquez qu'à tous les années, nous autres, on fait ça durant la semaine de relâche. Fait que c'est beaucoup d'activités familiales. C'est pour ça qu'on le fait là. Exactement. Évidemment, ce qu'on veut savoir, c'est l'an passé, on était très fiers parce qu'à Québec, c'était le salon qui avait le plus de marques au Canada, puis peut-être même en Amérique du Nord. Est-ce que c'est encore le cas cette année? C'est encore le cas cette année. L'année passée, on avait 33 marques présentes. Cette année, on en a 35. Fait qu'on bat encore un petit peu plus haut. Encore un petit peu plus haut. Donc, le salon, il n'y a pas d'absent. Tout le monde est là. Il y a même des retours importants dans les marques. Il y a des retours importants. Mazda qui est de retour au salon. Subaru qui est de retour au salon. Il y a quelques absents, mais ils sont vraiment très minimes. Très minimes. Les absents ont toujours tard, fait qu'on va les laisser faire. Ça. Ils seront bien de retour l'année prochaine parce que là, tout le monde est là de plus en plus parce qu'à Québec, c'est vraiment un événement majeur. Et vous avez évidemment fait beaucoup de choses dans le Salon de l'Auto, des activités et des thèmes pour que tout le monde puisse y trouver son compte si on cherche des choses un petit peu particulières. Et vous vous occupez aussi des familles. C'est en plein ça. Bien, comme je disais tantôt, on le fait durant la semaine de relâche. C'est ce qui nous permet de faire plus d'activités familiales pour attirer les familles. C'est sûr que 40 $ pour 2 adultes, 2 enfants, venir passer une journée au salon, c'est pas cher. Dans les activités familiales, c'est sûr que le cœur, c'est l'automobile, c'est certain, mais dans les activités familiales, on a le retour de la zone Toyota au 2e étage avec les jeux gonflables, les gens de 1000 pattes amusement sont là. On a une garderie, fait que vous pouvez même aller visiter le salon dans le temps que vous faites garder vos enfants par des gens fiables, bien sûr. On a sur place les gens de KCR Karting avec les mini-karting pour les enfants à faire essayer. Très populaire, bien sûr. On a aussi oui, c'était là l'année passée. Moi, je me suis surpris à rester là puis à regarder ça, ces courses pendant un certain aimé embarquer, temps. Mais tu peux pas. Je peux pas embarquer, mais j'ai aimé les courses. J'aimais ça, de voir des jeunes qui, ils savent conduire. C'est vraiment le fun. Ça a été tellement populaire l'année passée que cette année, on a ajouté les gens d'Apollo Motors avec les 4 roues électriques à essayer avec une autre piste aussi. Fait que ça va être vraiment très bien, là. Dans les autres activités familiales, bien, c'est sûr qu'on a les jeux de pinball. Cette année, on a 125 000 $ de machines à boules sur place. Fait que ça va vraiment être intéressant. Ça, c'est pour tous les âges, je dirais aussi. Oui, c'est ça. Les jeunes et les moins jeunes vont s'amuser avec ça. Et vous avez des thèmes aussi au niveau des autos, des zones particulières aussi au salon. Oui. Cette année, d'un cas de nouveau qu'on n'avait pas les autres années, la zone prohibition.
Les gens, vous savez, vous avez plusieurs écouté la série Peaky Blinders. Ça se passe justement dans les années, fin des années 30, dans le temps de la Prohibition. C'est le même genre de voiture que vous allez retrouver sur place. Ça va vraiment être bien. Des voitures de gangsters. C'est en plein ça. Dehors, la Avec loi. aussi les gens d'Artefact Automobile qu'on a en exclusivité. La première véhicule électrique, la première voiture, je me souviens plus la marque exacte, mais c'est de 1917. Fait que ça va vraiment être intéressant de venir voir des vieilles Citroën, des vieux véhicules comme ça. Là, la zone prohibition Ben oui, va puis vraiment être alors, intéressante. alors Motors. Oui, alors Motors, c'est en plein ça. Merci, Voilà, mesdames. c'est ça qui va être sur place. Donc, c'est quand même assez exclusif parce qu'ils ne veulent pas trop sortir. Pas beaucoup, Fait que là, hein? c'est le fun que vous puissiez les avoir au Salon de l'Auto. Donc, évidemment, il y a beaucoup de zones, mais le Salon de l'Auto de Québec s'implique énormément dans l'électrification des transports et l'électrification de l'automobile. Puis on peut essayer encore une fois cette année les véhicules électriques. Puis il y en a beaucoup, même des exclusifs. Là. Oui, c'est en plein ça. Encore une fois cette année, puis encore plus cette année avec, on le sait tous, l'arrêt des subventions de façon abrupte un peu. Hein? C'est encore plus intéressant de venir les faire essayer. On a des nouveaux véhicules. Bien sûr, il y a les marques de véhicules qu'on voit, que vous pouvez venir essayer. On a des nouveautés cette année, comme le GMC Hummer. Il n'a jamais été dans les essais routiers à nulle part. Cette année, on peut venir l'essayer. C'est vraiment un véhicule assez incroyable à venir essayer. Là. C'est le fun. Et tous les autres véhicules, que vous soyez acheteur ou non d'un véhicule électrique, venez les essayer. Venez voir comment que ça va, la douceur de roulement, ces choses-là, c'est tellement impressionnant. Ah oui, le Charger va être là. Le Charger va être là aussi, Ça, c'est le fun. sans pouvoir l'essayer, mais même le Dodge Ram Charger, le Dodge Ram électrique, il va être sur place aussi cette année, mais pas dans les essais, par contre. Pas dans les essais. Le Ram Charger. Oui, le Ram Charger, c'est en plein. Ça, c'est vrai, Si Dodge. vraiment, Dodge l'amène, parce que moi, je vais le croire quand je vais le voir, parce que ça serait une primeur nord-américaine, peut-être même mondiale, si vraiment il est sur place. Parce C'est qu'on l'a supposé. présenté sous certains aspects à Détroit, là, mais je pense que ce sera à tout le moins une primeur canadienne si on pouvait avoir ce véhicule-là sur place. Ça va être à suivre. Écoutez Virage et on va vous donner les dernières informations concernant ça. Il y a aussi la soirée bénéfice qui est bien importante pour vous autres. Très important. Le salon est du 4 au 9, mais le lundi soir, le 3 mars, c'est la soirée bénéfice avant-première au profit de la Fondation Mobilis. On aide beaucoup de gens avec la Fondation. Tout ce qui a en lien avec la mobilité. Vous pouvez vous informer, vous pouvez aller voir sur notre site Internet, c'est certain. Mais cette soirée-là, c'est l'activité qui nous permet de ramasser le plus d'argent dans l'année. L'année passée, on a battu un record avec 186 000 de dons amassés. Chaque année, on en redonne beaucoup de ça. Cette soirée-là est le fun parce que c'est sûr que les concessionnaires, nos partenaires, les médias, beaucoup de gens d'affaires de la région de Québec élargie sont sur place. Dans l'an dernier, aux alentours de 1000, au-dessus de 1000 personnes qui étaient sur place. Vraiment une belle soirée avec beaucoup de... Ouvert au public. Ouvert Achetez au public, votre billet, achetez votre billet, ça vaut la venez peine. faire un tour, on s'amuse. Oui, Sébastien, merci beaucoup. ça fait plaisir, Daniel. Toujours un plaisir de venir te voir. On se revoit au salon. C'est sûr. Alors voilà Sébastien Bolduc, qui est directeur général de Saint-Georges GM, mais qui est président de la Corporation Mobilis et du Salon de l'Auto de Québec. On s'arrête à Virage, on revient. Nous sommes de retour et c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Maxime Dubois. Salut Max, ça va Bonjour bien? Daniel, très bien, merci. Ben Pareillement. oui, content que tu sois là, Max. Tu commences avec quelle nouvelle? Ben, on s'en doute, hein, il y a un ralentissement du côté de l'électrification, encore une fois. Un bon, on peut dire, oui. Un très bon. Et Volkswagen et Audi, même, qui envisagent de prolonger la production des moteurs thermiques. OK. Il faut dire qu'il y a un recul des ventes. Important. Important. Volkswagen s'est acheté environ de 2,7 Audi 7,8 eux qui quand même avaient des objectifs quand même assez sévères pour être 100 électrique. Donc, on est quand même en train d'envisager la mise à jour des moteurs thermiques déjà qu'on a avant de basculer entièrement du côté de l'électricité. Donc, On a pratiquement annoncé une nouvelle génération de moteurs thermiques, tout à fait. simplement. Puis là, on ne parle pas de moteurs thermiques de production pour dans 2 ans, 3 ans. Là. On parle à très long terme. Là. Fait que ça, oui. ça veut dire que, oubliez 2035, à partir de 2035, Volkswagen va arriver avec une nouvelle génération de moteurs. Donc,
faut prévoir encore plusieurs années de moteurs thermiques. Audi avait préparé, déjà fixé l'objectif mondial en 2033. Pour Vaux, en Europe, c'était 2033. Mais évidemment, c'est une décision qui ne fonctionnera pas. Donc, les investissements pour les moteurs thermiques vont redébuter, encore une fois, et relancer. Et c'est la même chose pour tout le groupe, hein, parce que Porsche et Bentley aussi, revoient leur objectif. Porsche a une chute vertigineuse, entre autres pour le Taycan, des baisses de 49 D'un volume qui n'était pas très élevé d'avance. Non, mais boum, pareil, là. Oui. Ça fait mal, là. On fonde beaucoup d'espoir sur le Macan EV qui arrive, mais encore là, il va être assez dispendieux et on va en avoir de voir le résultat. Ça fait mal, même pour Bentley aussi, qui a repoussé ses ambitions électriques. Pour un premier modèle, on avait parlé de 2025, c'est rendu à 2026. Même chose pour Lamborghini aussi, qui retarde. Donc, tout le groupe est vraiment au stop pour l'électrification et continue à améliorer et ajuster. Puis évidemment, on sait qu'ils ont une petite main aussi du côté des carburants synthétiques. Alors, disons, ils ont la matière à travailler, là. Maxime, on ne sait pas sur quel pied danser dans l'industrie automobile. On dirait que c'est comme moi. Donc, on arrête. C'est comme moi, je ne sais pas danser. Tu ne sais pas danser, mais c'est ça, l'industrie automobile. Ils ne savent pas quoi faire présentement. Ça prend un sommet mondial au niveau de l'automobile pour avoir une réglementation mondiale. Pas une réglementation pour le Québec, mais une réglementation mondiale pour qu'on puisse savoir vers où se tourner avec des objectifs clairs en électrification, avec un échéancier logique pour l'industrie automobile. Donc, on doit faire un sommet mondial et s'entendre tous les pays ensemble sur comment est-ce qu'on fait pour rendre le parc automobile propre à long terme. Oui. Donc, il faut arrêter d'avoir des objectifs de façon locale puis d'y aller mondialement. C'est la seule façon de faire là, présentement. Et l'industrie automobile doit se mobiliser et forcer les gouvernements justement à prendre part à une réunion comme ça pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Moi, je fais juste penser au coût des modifications des chaînes de montage. C'est fou! Toujours en train de changer. C'est fou! Moi, je voudrais pas être celui qui chauffe la calculatrice. Puis, je les trouve docile, l'industrie automobile. Ils devraient crier haut et fort beaucoup plus que ça. Pour l'instant, disons qu'ils sont Moi, encore... je crierais plus fort que ça. Bon, vas-y. Ton micro est correct, là, il est bien ajusté. Allez, on parle maintenant du Jeep Recon. Peut-être, avez-vous vu ça dans certaines pubs pour le Super Bowl? Ouais. Peut-être oui, peut-être non, tout dépendamment où on pouvait être, parce qu'on n'a pas tous les mêmes pubs. Mais disons que ça peut être assez intéressant. On a vu donc des images de pré-production du petit frère du Wrangler. Parce qu'il, oui, il sera 100 électrique. Oui, 2 moteurs, parce que essieu avant, pas d'essieu avant, pas d'essieu arrière, mais 2 moteurs, donc pas d'arbre de transmission, évidemment. Mais semble-t-il que lorsqu'il sera chaussé de beaux gros pneus hors route, on devrait n'y voir que du feu et ça serait fort intéressant pour se promener du Des côté, capacités hors route similaires au Wrangler dans un peut même véhicule enlever les portes. 100 électrique. Ouais. Donc, intéressant. Puis un Wrangler un peu plus moderne qui devrait nous amener à la prochaine génération de Wrangler conventionnels. Regardez le style de ce véhicule-là. Ça devrait être... Le petit frère. Évidemment, ça devrait être l'inspiration design. Attendu donc pour la fin de l'année 2025. Évidemment, on n'a pas malheureusement de porte de photos à l'intérieur, donc simplement quelques-unes avec Et les pas portes, d'autonomie encore. Non, c'est pas annoncé encore. Mais en tout cas, du moins, ça semble très intéressant. 480, je peux te le dire d'avance. On n'est pas capable de dépasser le 500, là. C'est 480, on arrête là. Mais peut-être aussi que si on va jouer dans le hors-route, peut-être que l'autonomie va être un petit peu plus minée. Oui. Exactement. Peut-être que les téléspectateurs vont se rappeler, malheureusement pour eux... Ça prend de bonne mémoire. Malheureusement, si on s'en souvient, on n'est pas chanceux. Et sinon, on va vous faire découvrir la Yugo. La Yugo qui va renaître, qui était la voiture la plus... de base. La moins prétentieuse, qui coûtait vraiment le moins cher. Ça coûtait moins cher à l'époque, quand même, que les Dacia, les Lada Samara, les Skoda. Au Québec, on a vendu ce véhicule-là à partir de 87 pour
quelques années, mais 6 298 $. C'était pas cher quand même. Mais tout ça pour dire que la Yugo va renaître. C'est qui a décidé cette drôle d'idée-là? Je me tiens la tête. Aïe, aïe, ma grosse dent, ça fait mal, c'est pas très beau. Et je suis même en train de saigner des yeux. Mais du moins, le nouveau... Le nouveau, il semble correct. On a un aspect encore rétro, mais disons que c'est un économiste, un ingénieur qui a décidé d'acheter le logo et lui est en train de redessiner ça. Ce qu'on veut faire, c'est une réinterprétation moderne de cette voiture d'antan qu'on veut, encore une fois, très, très, très accessible. On va avoir une version électrique, oui, qui va être annoncée, mais aussi d'abord une motorisation thermique. Alors... Attendez pas vraiment après ça. On sait pas On n'a ce que pas ça de lieu va de donner. production, Ben, écoute, de distribution. Un peu, là. Il y a des enjeux majeurs là, avant de pouvoir voir cette voiture-là arriver. ça sera présenté sur à le marché. Belgrade, si tu veux, à l'Expo 2027, la capitale de la Serbie, entre le 15 mai et le 15 août 2027. Écoute, Ben, le problème avec ce genre je t'invite à y aller, à prendre des photos. de faire renaître des ancêtres comme ça, c'est juste que tu peux plus l'offrir au prix d'époque. Non, Et c'est le sûr. seul avantage de ce véhicule-là, le seul, c'était son prix. Tout à Fait que fait. si tu arrives avec un véhicule semblable qui a un prix élevé parce qu'il est électrique ou parce qu'il est plus moderne puis que tu as besoin de la sécurité et tout, tu ne seras pas capable de vendre 6 800 $. Donc, tu perds ton intérêt. Mais au moins, on a pu avoir un genre de retour un peu. Bien, tu sais, ça ne réinvente pas la roue, là, le Non. design de ce véhicule-là, là, Non, mais- dans son air moderne. Mais c'est quand même plus joli que l'ancien. L'ancien, ça On faisait n'a peur. pas besoin de l'ancien, mais on n'a pas besoin du nouveau. Fait que, voilà. Mais moi, je salue Luc Gagné de l'Annuel de l'Auto qui est allé faire la recherche avec tous les prix. Ça m'a rappelé des beaux souvenirs. Il a sorti des prix de la Suzuki Forza, la Excel de l'époque, la Colt, la Micra. Tout ça, ces véhicules-là étaient quand même plus chers que la Yugo. Mais disons que la Yugo, avec son style plutôt carré, avec l'aérodynamisme d'un beurrier, probablement, ou d'un Exact. grille-pain, là, disons que ça... On n'a pas besoin de ça. Bon, OK, parfait. Je voulais te faire sourire. J'ai réussi un petit peu. La renaissance de la Chevrolet Camaro est malheureusement compromise. On le sait, c'est dans les projets. On a une 7e génération qu'on voudrait donc voir le jour. On aimerait donc la voir, cette génération-là. Mais la 6e, c'est terminé depuis 2023. Mais malheureusement, le projet, chez GM, on est en train de dire, est-ce que ce sera viable, encore une fois? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on va trop perdre d'argent? Moi, je pense que oui, parce qu'il y a un nom mythique derrière ça. Mais à quoi pourrait ressembler cette nouvelle Camaro-là? Il y a tellement de rumeurs qui ont sorti. Il faut rester proche de ce qu'elle est actuellement. Oui, mais Mais là, on s'est fait... Pour une des rares fois, c'est Stellantis qui les a fait un pied de nez. c'est ça, exactement. Avec la concurrence Charger, fonctionne. autant en essence qu'électrique. Tout à fait. Et c'est ce que Camaro avait laissé sous-entendre, que la prochaine génération serait électrifiée, peut-être aussi une version essence. Ou Pouf, une Camaro 4 portes. Charger arrive, ils vont prendre toute la place. Ça fait mal Alors, de le dire, mais une Camaro 4 portes pourrait le peut-être délai exister. de sortie de la Camaro peut lui faire très mal. Oui, parce que la concurrence, comme tu dis, pendant ce temps-là, ça continue très, très, Tout très comme bien. la Mustang. La Mustang continue très bien. Je termine en disant qu'on sera présent, CA, pour le Salon de l'Auto, encore une fois, 4 au 9 mars, au Centre de foire d'Exposité. Bien sûr, on aura beaucoup d'essais routiers avec Cadillac Optique qui sera là, le Hummer, le Mach-E, justement, qu'on parle, la Charger Daytona qui sera à l'essai aussi. On sera là aussi, Jesse et moi, pour faire des conférences, mais aussi on aura un magnifique kiosque, un beau gros kiosque, très complet. Alors, si vous êtes de passage, gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir, du 4 au 9. Et les essais routiers, on le rappelle, c'est gratuit. On va aller te voir. Parlant d'essais routiers, dans les prochaines semaines, restez à l'écoute parce que tu vas nous faire un résumé d'essais routiers de véhicules électriques complets, mais là, vous avez été à l'extrême. Tout à fait. Fait que ça va être à suivre. Merci, Max. Ça fait plaisir. Alors, voilà, on s'arrête à virage. Restez avec nous. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B. Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage.
Voici de retour 670-9078, poste 230 ou encore virage à telmac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, nous poser vos questions. Avant cela, des gagnants pour une paire de billets du Salon de l'Auto de Québec. Merci de demander des billets en grand nombre. C'est vraiment fort apprécié. Denis Germain, Michel Verrette, Ginette Jackson, Louis Massicotte, Michel Beaupré, Olivier Laverdière, Martin Nadeau, Manuel Matos, Carmen Gravel et Daniel Bacon sont les gagnants. Vous êtes les gagnants pour une paire de billets. Vous présentez ici durant les heures normales de bureau pour réclamer vos billets. Et évidemment, encore une fois, mille merci de le faire en si grand nombre. C'est vraiment impressionnant et apprécié, évidemment. Jacques, on a des questions de la part du public. On y va tout de suite. Il y a Jean qui nous dit « J'ai entendu parler de batteries nucléaires de plus en plus. Est-ce que c'est possible qu'on voit ça dans les autos un jour? On parle d'une petite batterie grosse comme une pile 2A qui pourrait durer 50 ans. » Alors, c'est assez impressionnant. La technologie avance, ça va vite. De là avoir des batteries nucléaires et d'avoir un réacteur nucléaire dans notre voiture, je pense que c'est pas pour demain matin, la veille, alors qu'on est encore en train d'étudier les ondes que notre voiture produit avec les batteries, etc., etc. Je pense pas que le nucléaire, ça pourrait être viable à court terme, mais sait-on jamais. Mais on dit pas que... Il y a des gens au travers de la planète qui travaillent à essayer de trouver de nouvelles façons d'énergie pour faire fonctionner nos appareils ou l'automobile. Ça en est une façon, puis, mais avant qu'elle soit mise en fonction, ils ont du chemin à faire. C'est toujours ça, Jacques. Si on regarde avec la batterie des voitures électriques, il doit y avoir 50 technologies différentes qui, à courte échelle ou à petite échelle ou à unité 1 fabriquée à la main, ça fonctionne. Puis là, tu as des chiffres impressionnants. Mais est-ce que c'est commercialisable? C'est toujours là. C'est ça. La barrière. Est-ce qu'on peut commercialiser cette nouvelle technologie-là? À un moment donné, oui. Avec le temps, on va arriver avec des nouvelles technologies. Le nucléaire, on reste calme encore un petit peu. Moi, je suis pas certain. Là. Déjà, avec l'hydrogène, et on est à des années-lumière au niveau de la propreté, évidemment. Monsieur, c'est Karine. Je vise une Mazda 6 2017, 136 000 km, comme neuve, chez un concessionnaire Mazda, autour de 14 000 $. Est-ce que c'est un bon achat? C'est une excellente voiture. Une excellente voiture. Et 130 000 km environ, là, et d'autant plus que chez le concessionnaire, alors elle doit être bien préparée pour la livraison, si on veut. Alors, moi, je n'aurais pas peur d'acheter ça. En temps normal, ça n'aurait pas été 14 000. Peut-être que... Mais les voitures usagées de bonne qualité, aujourd'hui, moi, je me dis 14 000 $, allez-y avant que quelqu'un d'autre la prenne. 2017, la voiture a 7 ans. Elle s'est vendue le double. Elle a dû se vendre autour de 28 000. Ouais. Ah, oui, puis même... Puis ça va encore... on demande encore 14 000, c'est incroyable. Les prix demeurent quand même élevés. Je me serais attendu à une pression plus à la base dans les prix des véhicules d'occasion. Oui. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Les prix restent élevés, malgré qu'on a quand même un inventaire de véhicules d'occasion qui grandit. Mais quelqu'un qui va acheter un véhicule comme ça, c'était une sacrée bonne voiture. Moi, je n'avais une. L'hiver, je partais pour la Floride, j'avais ça, une Mazda 6. On allait en Floride, aller-retour avec ça dans les bagages. Le confort, le plaisir de conduire. L'économie. Et l'économie. Et c'est une bonne voiture. C'est une bonne voiture qui vieillit très bien. Absolument. Bon achat. Oui. Mercedes C300, 66 000 km, ça, c'est comme neuf. Une 2018 Formatic, 21 000 $. Ça, c'est pas cher. Ça, c'est pas cher. Un bon deal. Ça a coûté pas mal plus cher que 28 000, 30 000. Ouais. Mais c'est bon. C'est bon. Une C300, c'est des bons moteurs, des bonnes voitures, confortables. C'est certain qu'au niveau des pièces, si tu vas la faire entretenir chez le concessionnaire, exemple, le prix de l'heure, qui est quoi, 200 $ de l'heure, ça coûte quelque chose. Mais c'est une bonne voiture et agréable à conduire. Et ces voitures-là, tu as l'impression qu'au niveau de la qualité, de la solidité, tu as l'impression qu'ils ne vieillissent pas. C'est un côté intéressant. Confort. Il y a M. Clément, qui semble-t-il te connaît, Jacques, et qui insiste pour que je te pose la question depuis quelques semaines. Il dit, moi, je regarde pour un Safari condo, est-ce que je prends un Ram ou un Mercedes? Donc,
Le Safari Condo, c'est le même, mais la boîte est différente entre un Mercedes ou un Ram. Bien, Safari Condo, s'il magasine un peu, il va voir qu'il y a quelques aménagements intérieurs. Le Ram, l'avantage du Ram, c'est que le plancher est bas. C'est une traction avant. Si vous êtes quelqu'un qui n'allait pas hors route ou etc., moi, j'ai eu exemple des Westphalia qui étaient des tractions avant. Et j'allais pas tout partout, mais j'allais tout partout où je considérais que c'était possible d'y aller. Et je faisais attention et j'étais capable de me rendre. Alors, un Ram, on est capable de faire beaucoup de choses. Le plancher est bas, le plancher est plus large, le lit est plus large, ça a plus de choses. Ça consomme un petit peu plus qu'un Mercedes. Alors, question de goût. Moi, j'aime beaucoup une cabine de Mercedes par rapport à l'aménagement est super agréable et le moteur qui est formidable, qui a une économie incroyable. Alors, le Ram va donner des coûts d'entretien un peu moins élevés. Oui, des concessionnaires un peu en plus principe, présents. oui, mais il y a plus de concessions. Mais c'est une question. Un ou l'autre. Un ou l'autre. Parce que moi, je regarde pour les changements d'huile, les entretiens, ces choses-là. Ça coûte à peu près la même affaire. Et les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un Sprinter, c'est changement d'huile aux 30 000 km. Alors qu'un Ram, là, tu vas être à 8 ou 10 000 km, c'est finalement que c'est plus cher que ça au bout de 30 000 km. Bon, ouais. Question de goût. C'est une question de goût. Ouais. C'est une question de goût, mais c'est un bel achat. Beau petit véhicule, de plus en plus populaire. Les prix là-dedans, ça a explosé. Ça a explosé. Et quand j'ai vu ces d'achat. petits véhicules-là vendus à plus de 100 000 j'ai dit, ils n'en vendront plus. Ouais. Et là, ils sont rendus à presque 200 000. Ouais. Oh, C'est de la qualité, c'est durable, ça garde la valeur, mais quand même, c'est rendu très dispendieux. Salon du VR à Montréal qui s'en vient, puis à Drummondville. Ouais. Ben oui, puis à Québec aussi. Allez magasiner votre unité et amusez-vous, passez un bel été. Oui. Merci, Jean. Bonne. Merci d'avoir été là. Alors, voilà, c'est déjà tout pour Virage. Je vous informe que nous serons au Salon de l'Auto de Québec vendredi le 7 à 14 h, où vous allez pouvoir venir nous poser vos questions en direct dans la zone conférence. Aussi, le samedi matin à 11 h, donc vous allez pouvoir venir nous voir également. On va pouvoir passer 1 heure ensemble. Alors, voilà, c'est tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage.